Ma sœur a annoncé, peu m'importe le nom qui figure sur les papiers. La maison du lac reste la propriété de la famille, et elle a ensuite prévu d'y célébrer son mariage. Je lui ai donc répondu, fais-le, et tu passeras ta lune de miel en prison. Il y a 6 mois, mon grand-père est décédé. C'était un homme incroyable, qui a bâti son entreprise de construction à partir de rien, et il m'a appris tout ce que je sais sur le travail acharné et l'intégrité. Quand j'avais 15 ans, il a commencé à m'emmener sur les chantiers chaque été, m'enseignant ainsi le métier. À 18 ans, je travaillais déjà à temps plein pour lui, tout en fréquentant l'université communautaire le soir. Ma sœur Émilie, âgée de 25 ans, a pris un chemin différent. Elle est allée dans une université privée et coûteuse, pour laquelle nos parents ont contracté des prêts. Elle a étudié l'histoire de l'art, et passé ses étés à voyager à travers l'Europe avec ses amis. Elle rendait visite à grand-père peut-être 2 fois par an, généralement au moment des fêtes, quand il y avait des cadeaux à la clé. Je ne juge pas ses choix, nous sommes simplement des personnes différentes. Lors de la lecture du testament de mon aïeul, il m'a légué sa maison du lac dans le Vermont. Il ne s'agit pas d'une propriété ordinaire. C'est un magnifique chalet de 4 chambres, situé sur un terrain de 10 acres, avec un accès privé au lac, et évalué à environ 500 000 €. À Émilie, il a laissé 50 000 € en espèces, ainsi que sa collection de montres anciennes, d'une valeur d'environ 30 000 €. Le reste de son patrimoine a été réparti entre plusieurs œuvres caritatives. Le document légal incluait une lettre, rédigée à mon intention, pour expliquer ses décisions. Il y décrivait nos souvenirs communs à la demeure du lac, la façon dont il m'a appris à pêcher sur le quai que nous avions reconstruit ensemble, et les étés que j'y ai passés à apprendre la menuiserie. Il a précisé qu'il voulait que la propriété revienne à quelqu'un qui en comprendrait la véritable valeur, bien au-delà de l'argent. Concernant ma cadette, il a mentionné être fier de ses aspirations artistiques, et espérait que cet argent l'aiderait à lancer sa carrière. Ma mère, Janet, 54 ans, est entrée dans une colère noire. Elle m'appelle tous les jours, insistant sur le fait que le patrimoine familial doit bénéficier à tous les enfants de manière égale, peu importe les intentions du défunt. Elle prétend qu'il était vieux jeu, et qu'il faisait du favoritisme parce que je suis un homme, et que je travaillais dans le bâtiment comme lui. Elle exige que je vende le chalet, pour ensuite partager les bénéfices avec Émilie. C'est ici que je me sens tiraillé. J'aime ma sœur. Nous avons toujours été proches, malgré nos divergences. Émilie elle-même ne m'a pas directement réclamé d'argent, mais elle a fait des commentaires sur la chance que j'ai, et sur la façon dont cette bâtisse pourrait résoudre tous ses problèmes. Elle accumule environ 80 000 € de prêts étudiants et de dettes de cartes de crédit. Ma mère a maintenant impliqué la famille élargie. Sa sœur, ma tante, m'a traité d'égoïste lors du dîner dominical. Le frère de ma mère, quant à lui, a déclaré que je manquais de respect aux valeurs familiales. Tous affirment que le patriarche aurait voulu que nous prenions soin l'un de l'autre, et que je fais preuve d'avidité en gardant tout le domaine pour moi. Le problème, c'est que je ne veux pas vendre. Au-delà de la valeur sentimentale, ma femme Sarah et moi avons prévu de fonder une famille, et nous rêvons que nos enfants y passent leurs étés, tout comme je l'ai fait. Actuellement, nous vivons dans un petit appartement à Boston, et cette résidence représente un avenir que nous ne pourrions pas nous offrir autrement. Le dernier argument de Janet repose sur le fait que j'ai déjà une carrière stable, puisque je dirige ma propre société de construction, tandis qu'Émilie peine à trouver sa voie, enchaînant un travail à temps partiel dans une galerie d'art et des missions en freelance. Selon ma mère, c'est mon devoir, en tant que frère aîné, de rééquilibrer les choses. J'ai pourtant proposé des compromis. Émilie peut utiliser la cabane quand elle le souhaite. J'ai proposé de lui payer ses billets d'avion pour venir s'y ressourcer, et je lui ai dit qu'un jour, elle pourrait même y célébrer ses noces. Je me suis également offert de l'aider avec ses créances, en puisant dans mes propres économies. Mais ma mère juge que ce n'est pas suffisant. Elle veut que je cède la propriété pour partager le pactole, ou bien que je rachète la moitié d'Émilie pour 400 000 €, soit la moitié de la valeur de la maison, moins son héritage. Reddit, suis-je en tort de garder la maison du lac de mon grand-père, même si cela a engendré un partage inéquitable de la succession? Eh bien, les choses ont dégénéré rapidement. Merci à tous ceux qui ont répondu à ma publication initiale. Le consensus était assez clair, je ne suis pas le coupable, et je devrais honorer les volontés de mon aïeul. Je me suis senti validé, mais je gardais encore l'espoir de trouver une issue pacifique. Cet espoir est mort ce week-end. Tout d'abord, j'ai besoin de donner un peu de contexte. Après mon message d'origine,
j'ai eu une longue discussion avec Émilie. Elle a avoué être blessée par la disparité de l'héritage, mais elle a affirmé comprendre le raisonnement du vieil homme. Nous nous sommes serrés dans les bras, et je pensais que tout allait bien entre nous. Je lui ai réitéré toutes mes offres précédentes, ajoutant même que je l'aiderais à payer la compte d'un appartement, lorsqu'elle serait prête. Elle semblait sincèrement reconnaissante. Cependant, ma mère a campé sur ses positions. Elle a créé un groupe de discussion familiale, intitulé « Justice pour Émilie », où elle partageait des articles sur les inégalités successorales, et sur la façon dont cela détruit les foyers. J'ai mis cette conversation en sourdine, mais mon épouse m'en montrait les points saillants. Janet montait un dossier, me dépeignant comme un fils manipulateur, qui aurait empoisonné l'esprit de grand-père contre sa propre petite-fille. Jeudi dernier, ma cadette m'a appelé, très émue, pour m'annoncer que son petit ami, Marc, l'avait demandé en mariage. Je me suis réjoui pour elle, et, immédiatement, je lui ai proposé le domaine pour sa cérémonie. Elle a poussé un cri de joie, et a commencé à parler d'une fête estivale, à la fois rustique et élégante, pour le mois de juin prochain. Avançons jusqu'à dimanche. Sarah et moi avons conduit jusqu'à la propriété pour y passer le week-end, afin d'y effectuer quelques travaux d'entretien. L'endroit en avait grand besoin, car le patriarche avait été malade pendant 2 ans, et les choses avaient été négligées. À notre arrivée, nous avons trouvé 3 voitures dans l'allée, celle d'Émilie, celle de Marc, et une camionnette arborant le logo d'Evergreen Wedding Planning, une agence d'organisation d'événements. À l'intérieur, ma sœur faisait visiter les lieux à l'organisatrice, agissant comme si elle en était la propriétaire. Elle discutait d'abattre des murs pour ouvrir les espaces, et parlait de moderniser la vieille cuisine en vue de la réception. L'experte prenait des mesures, ainsi que des photos de chaque pièce. Quand j'ai demandé ce qui se passait, Émilie a annoncé joyeusement qu'elle prenait de l'avance sur l'organisation des festivités, dans la maison familiale du lac. Notez l'emploi de ce pronom. La planificatrice m'a tendu sa carte, me confiant qu'elle était ravie de transformer ce joyau caché en un lieu de réception. J'ai pris Émilie à part, lui rappelant fermement que c'était ma maison, et non un bien collectif. Elle a levé les yeux au ciel et a rétorqué, « Allons, James. Nous savons tous les deux que maman a raison. Cet endroit devrait nous appartenir à tous les deux. Je ne fais qu'organiser mon mariage dans le chalet de ma famille. » C'est alors que j'ai réalisé qu'elle avait déjà publié un post sur Instagram, « J'ai hâte d'épouser mon meilleur ami, dans la magnifique demeure lacustre de notre famille. 2 cœurs, mariage au bord de l'eau, héritage familial, béni. » J'ai alors dit à tout le monde qu'il devait partir. Elle a éclaté en sanglots, affirmant que je gâchais la joie de ses fiançailles, et que je me montrais autoritaire avec une résidence que je n'avais même pas payée. Marc a tenté de s'interposer, suggérant que nous nous calmions tous, pour en discuter posément. L'organisatrice, l'air mortifié, s'est éclipsée précipitamment. Ma sœur a appelé notre mère, qui est arrivée en moins d'1 heure. Elle habite à 40 minutes de là, elle a donc dû rouler à toute vitesse. Janet est entrée comme en terrain conquis, sans même saluer Sarah, et a commencé à me hurler dessus, m'accusant de traumatiser sa fille lors de cette journée si spéciale. La dispute qui s'en est suivie a été épouvantable. Parmi les pires moments, Janet a osé dire que grand-père souffrait de déclin mental lorsqu'il a rédigé ses dernières volontés. Émilie, de son côté, a affirmé que j'avais manipulé un malade, pour en tirer un profit financier. Ma mère a menacé de contester le testament, bien que le notaire m'ait déjà assuré que c'était infondé. Émilie pleurait en m'accusant de lui voler le lieu de ses rêves, et Janet a traité mon épouse de croqueuse de diamants, qui aurait touché le gros lot. C'est ce dernier commentaire qui m'a fait sortir de mes gonds. Sarah a grandi dans une famille d'accueil, elle a cumulé 3 emplois pour financer son école d'infirmière, et elle ne m'a jamais rien demandé. D'ailleurs, c'est elle qui a insisté pour signer un contrat prénuptial avant notre union, afin de prouver qu'elle n'en voulait pas à mon argent. J'ai ordonné à tout le monde de quitter mon terrain sur le champ, menaçant d'appeler la police pour violation de domicile. Ma cadette a hurlé que je ne pouvais pas lui interdire l'accès à son propre héritage. Janet, pour sa part, m'a lancé que j'étais mort pour elle, à moins que je ne fasse ce qu'il faut. Elles sont parties, mais pas sans qu'Émilie ne publie d'abord une vidéo larmoyante sur Facebook, racontant comment son frère lui refusait l'accès à la propriété, détruisant ainsi ses rêves de princesse. Cette publication est devenue virale au sein de nos proches. Depuis, j'ai reçu des dizaines de messages me traitant de monstre sans cœur, d'égoïste, et m'assurant que je ne suis pas l'homme que mon grand-père a élevé.
Ma femme et moi avons passé le reste du week-end en silence, réparant le quai et tentant d'assimiler ce qui venait de se produire. Je me suis surpris à parler à la photo de mon aïeul, m'excusant pour tout ce mélodrame autour de sa cabane bien-aimée. Désormais, j'ai explicitement retiré mon offre d'accueillir les noces. J'ai également installé des caméras de sécurité, et changé toutes les serrures. Apparemment, Émilie avait fait des doubles de la clé de rechange. Un ami juriste m'a conseillé de tout documenter, au cas où la situation s'envenimerait. Le chat de groupe a explosé. Des cousins à qui je n'avais pas adressé la parole depuis des années, donnent maintenant leur avis. Mon père, qui a divorcé de ma mère il y a 10 ans, m'a envoyé un texto pour me dire qu'il est fier de moi pour avoir tenu bon, et que grand-père le serait aussi. Cela m'a fait pleurer. Je ne sais pas comment réparer ça. J'aime ma petite sœur, mais elle montre une facette d'elle-même que je n'avais jamais soupçonnée. Janet a toujours été dominatrice, cependant, ce niveau de manipulation est inédit. Je commence à me demander si je les ai vraiment connus un jour. Édition pour clarifier certains doutes. Oui, le document successoral a été exécuté dans les règles de l'art, en présence de témoins et d'un avocat. Grand-père a été évalué par son médecin, 2 mois avant de modifier ses volontés, et ce, spécifiquement pour éviter toute contestation. La maison a été légalement transférée à mon nom, et je possède une assurance de titre de propriété. Je ne m'inquiète pas des poursuites, mais uniquement de la destruction de ma famille. Sincèrement, je ne pensais pas revenir un jour pour donner des nouvelles, mais la situation a escaladé au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Attachez vos ceintures, car ce récit va être long. Après mon dernier post, j'ai suivi les conseils de ce forum, et j'ai réduit au strict minimum les contacts avec Janet et Émilie. Je ne les ai pas complètement bloqués, car elles restent de mon sang, mais j'ai restreint leur accès à mes réseaux sociaux, et je n'ai répondu qu'aux véritables urgences. Pendant environ 3 semaines, les choses sont restées relativement calmes. J'aurais dû me douter qu'elle préparait un coup bas. Tout a commencé par la lettre d'un cabinet d'avocats. Ce n'était pas encore une mise en demeure, ni une plainte officielle. Il s'agissait d'une demande formelle de médiation, visant à résoudre la répartition injuste de la succession Patterson. Patterson était le nom de famille de notre aïeul. Le courrier exposait leur théorie, le vieil homme aurait été victime d'abus de faiblesse, et le testament ne reflèterait pas ses véritables intentions d'offrir un traitement équitable à ses petits-enfants. J'ai immédiatement contacté le notaire qui avait géré le dossier. Il a ri, il a littéralement éclaté de rire, et m'a assuré que c'était la réclamation la plus ridicule qu'il ait vue au cours de ses 30 années de carrière. Il a sorti les archives de mon grand-père, qui comprenaient plusieurs pièces maîtresses, une évaluation médicale confirmant ses pleines capacités mentales, un enregistrement vidéo où il expliquait ses legs, ainsi que des testaments antérieurs montrant une volonté constante. J'héritais systématiquement du lac, tandis qu'Émilie recevait toujours des liquidités et des objets précieux. De plus, il y avait des déclarations signées par des témoins, son docteur et son comptable, attestant toutes de l'absence totale d'influence indue. L'homme de loi m'a expliqué que ma mère et ma sœur lançaient simplement un hameçon, dans l'espoir que j'accepte un accord financier pour m'épargner des drames. Il avait vu juste. 2 jours plus tard, Émilie s'est présentée au bureau de mon entreprise, accompagnée de Marc et d'un nouveau conseiller juridique. Elle portait ce que je ne peux que qualifier de déguisement de victime, aucun maquillage, les cheveux ébouriffés, et des vêtements qui semblaient délibérément froissés. L'avocat s'est présenté comme un spécialiste des conflits familiaux, et m'a remis un document. Elle ne se contentait plus de réclamer la moitié du prix du chalet. Le papier exigeait 50% de la valeur du domaine, soit 425 000 €. À cela s'ajoutaient des dommages pour détresse émotionnelle dus à l'exclusion de la propriété, à hauteur de 100 000 €. On y trouvait aussi une demande de remboursement pour les changements de lieu du mariage, estimée à 50 000 €. Enfin, elles exigeaient la couverture des prêts étudiants de ma sœur, sous prétexte que j'avais bénéficié d'un avantage éducatif en travaillant avec notre aïeul, soit 80 000 €. Tout cela formait un montant colossal de 655 000 €. En fait, j'ai éclaté de rire, ce qui était apparemment la mauvaise réaction. Émilie a fondu en larmes. Je suis maintenant convaincu qu'elles étaient fausses, d'autant plus qu'elle s'est lamentée en m'accusant de savourer sa misère. Son fiancé l'a consolée, tout en me lançant un regard foudroyant. Leur représentant a alors déclaré qu'il s'agissait d'une offre généreuse, conçue pour éviter un procès public. Je leur ai simplement demandé de déguerpir. Les pleurs d'Émilie ont mystérieusement cessé, et elle m'a sifflé, « Tu vas le regretter, James. »
Maman avait raison à ton sujet. Son masque venait de tomber complètement. Le soir même, j'ai découvert ce qu'elle insinuait. Elle avait créé une cagnotte GoFundMe, intitulée « Aidez-moi à me battre pour le legs de mon grand-père ». La description était un pur chef-d'œuvre de machiavélisme. Je m'appelle Emily Patterson, et j'ai le cœur brisé de partager mon histoire. Quand mon grand-père adoré est décédé, j'ai découvert qu'il avait laissé notre demeure historique, évaluée à près d'1 million d'euros, uniquement à mon frère aîné. Ce fut un choc. Car il avait toujours promis que cette bâtisse resterait dans la famille. Je pense qu'il a subi des pressions durant ces dernières années. Mon frère, qui travaillait dans l'entreprise familiale, avait un accès exclusif à lui, alors que j'étais à l'université, poursuivant les études que l'on m'avait toujours encouragé à faire. Aujourd'hui, je croule sous les dettes étudiantes, tandis qu'il profite d'un bien de luxe. Tout ce que je souhaite, c'est un peu d'équité, pour pouvoir m'acheter ma propre maison, rembourser mes créances. Et honorer ce que je crois être les véritables volontés du défunt. S'il vous plaît, aidez-moi à lutter pour la justice. Elle avait fixé l'objectif à 50 000 € pour ses frais d'avocat. En 24 heures, elle avait déjà récolté 7 000 €, provenant en majorité de cousins éloignés, et d'amis qui ne connaissaient pas les dessous de l'affaire. Les commentaires étaient d'une violence inouïe. James devrait avoir honte. Les hommes cupides excluent toujours les femmes. La maltraitance des aînés est une réalité. Dénonce-le. Tu mérites cette maison. Ton grand-père en serait mort de chagrin. On m'avait conseillé de ne pas répondre publiquement, mais je n'ai pas pu me retenir. J'ai posté un seul commentaire, relatant les faits objectifs. Le testament était juridiquement inattaquable, soutenu par des preuves médicales. Émilie avait bien reçu 80 000 €, entre l'argent liquide et les montres de collection. De plus, je lui avais proposé de multiples compromis, incluant l'utilisation gratuite des lieux. Mon message a été supprimé en moins d'1 heure, et ma sœur a bloqué ma possibilité de commenter sa page. Ensuite, la campagne de harcèlement numérique a commencé. Émilie s'est mise à poster d'anciennes photos d'elle avec le patriarche, accompagnée de légendes larmoyantes, « Tu me manques chaque jour. Je promets de me battre pour ce qui est juste. » Cœur brisé. Bizarrement, elle n'a choisi que des clichés de son enfance, ignorant superbement les 10 dernières années, période durant laquelle elle lui rendait à peine visite. Ma mère s'est ralliée à la croisade, publiant de longs essais sur les inégalités successorales, le sexisme, et la répartition des richesses. Elle a lancé le hashtag « Justice pour Émilie ». Ses amis l'ont relayé, et des influenceurs locaux s'en sont fait l'écho. Un blog d'actualité régionale a même sorti un article titré « Une femme se bat pour un héritage équitable », après que son grand-père a tout légué à son frère. Le journaliste n'avait interviewé que les 2 femmes. Quand j'ai pris contact avec la rédaction pour donner ma version des faits, on m'a répondu qu'il préférait se concentrer sur l'aspect humain et les droits des femmes. L'article omettait délibérément de préciser qu'Émilie avait touché une somme très coquette, soulignant uniquement le fait que je m'étais accaparé le patrimoine. La pression n'a fait que s'intensifier. Je recevais des appels quotidiens de proches me suppliant « Donne-lui juste un chèque », pour que tout ça s'arrête. J'ai eu des textos d'anciens camarades de lycée, me demandant comment je pouvais faire subir cela à mon propre sang. Des avis à 1 étoile ont fleuri sur la page Google de ma société, me qualifiant de « voleur » et de « profiteur ». Une pétition a même circulé dans mon église, dans le but d'encourager mes prétendus remords. Sarah a également été harcelée sur son lieu de travail. Quelqu'un a déposé des copies imprimées de la cagnotte dans la salle de repos de l'hôpital, avec la mention « Voici ton mari » écrite dessus. Ses collègues ont commencé à la traiter avec mépris. Une infirmière lui a même demandé si elle était fière de s'être mariée avec des fonds volés. Nous avons roulé jusqu'au chalet pour nous échapper le temps d'un week-end, pour finalement y trouver un énorme panneau, à vendre, planté dans le jardin. Émilie avait contacté un agent immobilier, en se faisant passer pour la légitime propriétaire. Le courtier était d'ailleurs en pleine visite avec un couple. À notre arrivée, j'ai dû brandir les actes notariés pour prouver que j'étais le seul maître des lieux, et j'ai menacé d'entamer des poursuites pour qu'ils déguerpissent. Ce soir-là, alors que Sarah et moi étions assis sur le ponton, essayant de trouver un peu de quiétude, j'ai pris une décision radicale. J'ai appelé mon conseiller juridique, et je lui ai demandé de préparer une injonction officielle. Cette action ne visait pas seulement le harcèlement, mais s'étendait à la diffamation, à l'escroquerie en ligne, ainsi qu'à la tentative de vente illégale de mon bien.
J'ai également agi d'une manière que mon aïeul aurait totalement approuvée, j'ai tout documenté. J'ai archivé chaque publication, chaque message, chaque calomnie. J'ai élaboré une frise chronologique retraçant la véritable relation entre ma sœur et le défunt. J'y ai inclus les anniversaires oubliés, les appels ignorés, et ces visites opportunistes qui ne survenaient que lorsqu'elle avait besoin d'un virement. Plus important encore, j'ai numérisé un élément que j'avais complètement zappé, les journaux intimes de mon grand-père. Il y avait consigné sa vie avec minutie pendant plus de 40 ans. Les passages concernant sa petite-fille étaient accablants. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Émilie. Je lui ai envoyé une carte et un chèque. Aucun appel de remerciement. J'ai invité Émilie au lac pour le 4 juillet. Elle a prétendu avoir des projets avec ses amis. Plus tard, j'ai vu des photos d'elle à une grosse fête sur la plage. Émilie avait besoin d'argent pour des manuels. Je lui ai viré 500 €. James m'a dit avoir vu un post d'elle, paradant avec son nouveau sac de créateur, dès le lendemain. Rendez-vous pour le dernier testament aujourd'hui. Le notaire m'a interrogé au sujet d'Émilie. Je lui ai expliqué qu'il valait mieux lui léguer des liquidités, car c'est plus facile à dépenser pour elle. Le domaine, quant à lui, doit revenir à quelqu'un qui y voit autre chose qu'une simple ligne comptable. Cette toute dernière note datait d'à peine 2 mois avant son décès, précisément à l'époque où Janet prétendait qu'il perdait la tête. Demain, je rencontrerai mon avocat pour discuter de la contre-attaque. J'ai fini d'essayer de préserver des liens avec des individus qui ne voient que des liasses de billets, là où elles devraient plutôt chérir des souvenirs. Ce grand homme ne m'a pas seulement légué une bâtisse, il m'a laissé un rappel puissant de ce qu'est une véritable famille. Cela ressemble aux matins d'été passés à apprendre à pêcher, aux après-midi consacrés à rebâtir un quai, et aux soirées à écouter des anecdotes sous le porche. Janet et Émilie ont fait leur choix. Elles ont préféré la cupidité au lien du sang, la perfidie à la vérité, et la manipulation à l'affection. De mon côté, je choisis d'honorer la mémoire de celui qui comprenait réellement ce que le mot loyauté signifie. Je ferai une dernière mise à jour une fois les procédures judiciaires terminées, quelle que soit la tournure qu'elles prendront. À tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette épreuve, merci infiniment. Vos voix m'ont aidé à garder le cap, alors même que ma propre chair tentait de me briser. Et grand-père, si tu me lis depuis l'au-delà, sache que je tiens ma promesse. Ta retraite au bord de l'eau restera entre les mains de quelqu'un qui en saisit la vraie valeur, exactement comme tu l'avais exigé. Ceci sera mon tout dernier message. J'ai longtemps hésité avant de l'écrire, car cela implique de faire le deuil définitif de ma famille, telle que je l'ai toujours connue. Toutefois, je dois une conclusion à ceux qui ont suivi cette saga, et, très honnêtement, j'ai besoin de rédiger ces mots pour clore ce chapitre traumatisant. À la suite de ma dernière publication, j'ai retrouvé mon représentant légal, et nous avons envoyé une mise en demeure particulièrement agressive, adressée conjointement à ma sœur et à ma mère. Le dossier recensait méticuleusement la diffamation, le harcèlement continu, la collecte de fonds frauduleuses, la tentative d'escroquerie immobilière, ainsi que l'infliction intentionnelle de cruauté mentale. Nous avons exigé la cessation immédiate de toute publication calomnieuse, la suppression du GoFundMe, avec remboursement intégral à tous les pigeons, ainsi qu'une rétractation publique de leurs mensonges. De plus, nous avons banni tout contact avec ma femme ou moi-même, en dehors des tribunaux. La réponse de la jeune femme est tombée en moins de 48 heures, non pas par l'intermédiaire de son avocat, mais via une vidéo en direct sur les réseaux. Assise sur son canapé, entourée de mouchoirs, elle pleurait à chaudes larmes, racontant comment son tyran de frère tentait dorénavant de la bâillonner, par le biais d'intimidations juridiques. Elle a affirmé que j'utilisais ma richesse comme une arme, se dépeignant ainsi comme une martyre luttant contre l'oppression. La séquence est devenue virale au sein de notre ville. Le slogan « Justice pour Émilie » s'est métamorphosé en « Je soutiens Émilie ». La télévision locale s'en est emparée, car le pitch était particulièrement croustillant. L'histoire d'un riche entrepreneur du bâtiment, broyant sa petite sœur artiste et sans le sou, faisait pleurer dans les chaumières. La vérité n'avait plus aucune importance, seule la mise en scène comptait. Ce que ma cadette n'avait pas anticipé, c'est qu'en rendant cette affaire totalement publique, elle m'autorisait à répliquer sans aucun filtre. Mon avocat les avait pourtant prévenus, la poursuite des hostilités entraînerait inévitablement le grand déballage de nos preuves. Elles étaient persuadées que nous bluffions. Ce n'était pas le cas. Nous avons mis en ligne un site internet basique, intitulé « La vérité sur la succession Patterson ». Sur cette plateforme, nous avons balancé l'intégralité du testament,
accompagné de la lettre explicative du défunt. Nous y avons ajouté le certificat de capacité mentale, la vidéo où il détaillait ses décisions, et les fameux extraits de son carnet intime, illustrant parfaitement leur relation à sens unique. Le site présentait également le montant exact de ce qu'Émilie avait réellement empoché, 80 000 €. Nous y avons joint un florilège de captures d'écran de son Instagram sur les 5 dernières années, exposant son train de vie luxueux, vacances, restos, s'accords de prix, alors même qu'elle mendiait sur Internet. On y trouvait aussi l'historique de ses dettes, prouvant que ces fameux prêts étudiants étaient, en réalité, constitués à 40% de soldes de cartes de crédit liés à son shopping frénétique. Enfin, j'ai exposé toutes les perches que je lui avais tendues, et qu'elle avait crachées dessus. Mais la pépite de ce dossier, la preuve la plus dévastatrice, s'est avérée être une série de textos échangés entre elle et sa meilleure amie, obtenus légalement par huissier. Dans ces messages, ma sœur écrivait « Dès que j'aurai réussi à faire péter les plombs à James, je m'achèterai un appart de luxe. Maman dit que si on maintient la pression, il finira par lâcher un gros chèque pour qu'on disparaisse. Et le coup de la cagnotte. C'est du génie. Même si on se fait bananer au tribunal, j'aurai au moins gratté l'apport de ma future maison. Ces abrutis croient vraiment que j'en avais quelque chose à faire du vieux. La chute a été foudroyante. La campagne de financement a fait l'objet d'un signalement, puis a été fermée définitivement. L'organisatrice a été contrainte de rendre plus de 15 000 € de dons. Plusieurs tantes et cousins, qui avaient sorti le carnet de chèques, m'ont alors appelé pour s'excuser platement, admettant qu'il s'était fait berner par son numéro d'actrice. Malgré cette humiliation publique, ma génitrice a décidé de s'enfoncer encore plus. Elle a déposé une véritable plainte pour casser le testament, invoquant l'abus de faiblesse et la sénilité. Elle a engagé un ténor du barreau hors de prix, aveuglé par sa certitude de gagner. Le procès s'est tenu le mois dernier, et il a duré 3 longues journées. L'avocat de ma mère a tout fait pour me faire passer pour un prédateur froid et manipulateur, qui aurait délibérément isolé un grand-père diminué. Ils ont même fait venir à la barre un psychologue de comptoir, qui n'avait jamais croisé le patient de sa vie, pour spéculer sur un hypothétique Alzheimer. Bien entendu, la plaignante a été dressée sur un piédestal, injustement déshéritée par le patriarcat. Notre ligne de défense s'est contentée de s'appuyer sur des faits béton. Le médecin traitant est venu jurer de l'excellente lucidité mentale de son patient. De plus, son comptable a pris la parole pour raconter comment les clauses avaient été rédigées, de manière tout à fait mathématique et réfléchie. Pour finir de les achever, nous avons diffusé l'enregistrement vidéo, dans lequel le patriarche s'exprimait avec une clarté désarmante, « Je confie les clés du lac à James, parce qu'il comprend réellement ce qui s'y construit. Ce n'est pas une question d'immobilier, mais de respect des traditions, des racines et des valeurs. Émilie est une fille adorable, toutefois, elle ne jure que par l'apparence. Mon cash lui sera bien plus utile pour s'amuser, et j'espère sincèrement qu'elle ne flambera pas tout. » Le verdict du juge est tombé comme une guillotine, rapide et implacable. Non seulement il a validé l'acte notarié dans sa virgule près, mais il a également condamné les deux harpies à prendre en charge la totalité de mes frais d'avocat, pour avoir déclenché une procédure abusive et vexatoire. Il a d'ailleurs fustigé leur attitude, la qualifiant de tentative cynique et abjecte de cracher sur les dernières volontés d'un mort. Les retombées ont été nucléaires. Ma mère m'a envoyé un dernier email empoisonné, « Tu as peut-être gagné devant la loi, mais tu as définitivement perdu ton sang. J'espère que cette foutue cabane valait la peine de détruire ta sœur et ta mère. Crève dans ton coin. » Émilie a posté une ultime story de victime sur Instagram, « Parfois, vous découvrez les vrais monstres lorsqu'il y a des billets sur la table. J'avance, et je me purifie enfin d'une famille toxique. » Le culot de cette déclaration m'a fait doucement sourire, mais c'est précisément ici que le karma s'est invité à la fête. Environ 2 semaines après la clôture du dossier, j'ai reçu un coup de fil de Marc, le fameux fiancé. Il m'a demandé de prendre un verre en tête-à-tête. Autour d'une bière, il m'a lâché qu'il avait annulé le mariage et l'avait largué. Je ne pouvais tout simplement pas lier ma vie à une psychopathe du mensonge, m'a-t-il confié. Quand elle a tapé sa crise de larmes dans ton bureau ce jour-là, sache qu'elle avait répété ses mimiques devant le miroir de la salle de bain, le matin même. Tout était chorégraphié. Je croyais partager ma vie avec un ange, cependant. Le démon que j'ai vu à l'œuvre pendant ce procès m'a terrorisé. Il m'a également révélé une information croustillante, Émilie était déjà ruinée. Les 50 000 € de cash avaient été pulvérisés en moins de 6 mois.
L'argent était parti dans le leasing d'un SUV de luxe, un ravalement de garde-robe chez les grands couturiers, et une retraite chamanique à Bali facturée 1000 € la nuit. Quant à la collection de montres inestimables, elle l'avait bradée le lendemain de l'enterrement, au premier prêteur sur gage venu, pour une bouchée de pain. Elle me répétait en boucle qu'une fois qu'elle t'aurait plumé, nous pourrions enfin mener une vie de nabab, a ajouté Marc. Mais j'ai fini par piger qu'elle ne serait jamais rassasiée. Il y aurait toujours un nouveau sac à acheter, ou un nouveau pigeon à plumer pour entretenir ses caprices. La semaine dernière, j'ai reçu un courrier bizarre, transféré depuis l'ancien appartement de ma sœur. Il provenait d'une agence de recouvrement agressive. La demoiselle m'avait inscrit comme garant solidaire sur une demande de crédit à la consommation, en certifiant que j'étais son associé dans une start-up. Le huissier me réclamait des comptes. J'ai immédiatement fait aboyer mon avocat, en leur balançant un avertissement pour usurpation d'identité. Les ragots du quartier m'ont appris qu'Émilie squatte désormais chez notre mère, après s'être fait expulser de son logement par les huissiers. Elle raconte à qui veut l'entendre qu'elle rédige un best-seller bouleversant, traitant des traumatismes liés aux familles dysfonctionnelles. Sans surprise, elle a lancé un nouveau financement participatif pour ouvrir son cabinet d'art-thérapie, bien qu'elle n'ait pas le moindre diplôme. De plus, elle s'est déjà fiancée avec le premier venu, rencontré sur Tinder il y a 2 mois, un gars formidable qui comprend ses blessures. De son côté, Janet Sepoumonne a raconté à tout l'arbre généalogique que son fils aîné est mort et enterré. Elle a brodé un conte de fées morbides, dans lequel j'incarne le loup féroce qui a dévoré le petit chaperon rouge. Les naïfs y croient, les gens sains d'esprit la fuient. Très honnêtement, je m'en cogne. Le week-end dernier, Sarah et moi nous sommes exilés au lac pour souffler. Nous avons achevé les gros chantiers. Le ponton est flambant neuf. La cuisine a été refaite avec goût et sobriété, loin des délires bling-bling que l'experte en mariage avait griffonné sur son bloc-notes. Nous venons tout juste d'apprendre que le test de grossesse est positif, nous attendons un petit garçon. Nous avons décidé de le prénommer Thomas, en hommage au seul homme droit de cette famille. Alors que j'étais assis sur le quai, les pieds dans l'eau, contemplant le soleil plonger dans la forêt, j'ai fait le bilan de ce carnage. Premièrement, l'argent est le meilleur des révélateurs. Janet et Émilie ne sont pas devenues folles à cause de cet héritage, elles ont simplement laissé tomber le masque de la bienséance. Deuxièmement, les liens du sang sont une vaste arnaque. Ma véritable tribu, c'est mon épouse, le petit bout de chou qui pousse dans son ventre, mon vieux père qui m'a épaulé dans l'ombre, et l'aura d'un aïeul qui lisait en moi comme dans un livre ouvert. Troisièmement, respecter la parole des morts. Le vieux briscard savait parfaitement sur quel bouton appuyer. Il avait jaugé la cupidité de sa descendance bien avant moi. Quatrièmement, archiver la moindre respiration. Les carnets, les vidéos, les attestations médicales, ce sont ces petits bouts de papier qui m'ont évité de finir sur le bûcher des réseaux sociaux, condamné par le tribunal populaire. Cinquièmement, parfois, se faire amputer d'un membre gangrené est le seul moyen de sauver le reste du corps. Je pleure sur l'illusion de la petite famille parfaite, et non sur le nid de vipères dont je viens de m'extraire. À tous ceux qui traverseraient ce genre de cauchemar successoral, je vous en conjure, ne lâchez rien. Défendez le testament bec et ongle. Ne laissez jamais les larmes de crocodile noyer la rigueur des articles de loi. Et gravez ceci dans votre crâne, un être humain qui vous aime réellement, n'essaiera jamais de vous voler un trésor qu'un mort vous a glissé dans la main. Ce coin de paradis est infiniment plus qu'un lot sur le cadastre. C'est l'ultime leçon de morale d'un travailleur acharné, qui estimait que la sueur du front prévaut sur le droit d'aînesse, et que la droiture terrasse toujours la manipulation. À chaque fois que je lance mon bouchon dans l'eau calme, depuis ces planches que nous avons clouées ensemble, je lève les yeux au ciel pour le remercier d'avoir été mon garde-fou. Émilie et ma mère ont creusé leur propre tombe sociale. Elles ont préféré les euros à la dignité, l'esbrouf à l'affection, et l'hystérie à la douceur de nos dimanches d'autrefois. Grand bien leur fasse. Moi, j'ai opté pour la sérénité, la clarté, et le poids des responsabilités transmises par un homme d'honneur. Il avait compris que la justice familiale ne consiste pas à couper le gâteau en parts égales, mais à donner les rênes à celui qui sait s'occuper des chevaux. Cette maison n'est pas mon butin de guerre. Ma véritable richesse réside dans la fierté de m'être tenu droit dans la tempête, de ne pas avoir cédé au chantage, même lorsque cela impliquait de dynamiter l'arbre généalogique. Merci à tous pour votre soutien anonyme mais précieux dans les commentaires. Je supprime mon compte après ceci. Il est temps de fermer le livre des plaintes,
et d'ouvrir celui des projets, pour bâtir le futur que le vieux m'a commandé de construire. Mission accomplie, grand-père. La cabane est entre de bonnes mains, celle d'un gars qui sait la réparer. Ton esprit ne hantera pas ces murs de bois, il continuera de vivre dans les valeurs que tu m'as inculquées à la dure. En attendant de se croiser un de ces quatre, au bord de cette grande rivière céleste. Bonne pêche à toi, l'artiste, et que les vents te soient favorables. Oui.